3 ou 4 bonnes semaines pour la bonne cause à l'étranger. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de ces briefings que nous faisons pour vous donner des informations sur la communication gouvernementale. Avant d'entrer dans les vifs du sujet prévu pour ce jour et d'introduire le collègue qui m'accompagne, je voudrais rapidement faire une mise au point sur une nouvelle qui circule à propos de la situation sécuritaire en Ituri, particulièrement à Drodro. Il y a des nouvelles qui annoncent qu'il y a eu 107 morts. En réalité, il y a eu effectivement une attaque sur ces camps des déplacés, mais le bilan n'est pas aussi lourd que ce bilan qui a été annoncé par certaines nouvelles sur les réseaux sociaux. Avant de commencer cet entretien, j'ai discuté avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Douboya, qui a délégué sur place le général Niembo pour aller faire les constats. On avait annoncé que des églises ont été incendiées et brûlées, mais nous avons reçu des photos, des images sur place, ce n'est pas le cas. Et l'armée continue de travailler sur les secteurs. Dès que nous aurons d'autres détails à ce propos, nous vous reviendrons dessus. Donc, cette nouvelle qui annonce, ce n'est pas des informations qui sont vérifiées. Les informations vérifiées parlent plutôt de 12 personnes qui ont été tuées. On a retrouvé 11 corps, une personne calcinée et 6 assaillants ont été neutralisés. Voilà ce que je pouvais dire parce que c'est une nouvelle urgente. Comme vous pouvez le voir ce soir à ma droite, je suis avec mon collègue de l'industrie, Julien Paluku. Nous pourrons peut-être être rejoints s'il termine tôt à l'Assemblée nationale, mes collègues des finances et de mines, comme vous pouvez le voir sur les décors. Aujourd'hui, nous allons parler d'une grande initiative que la République démocratique du Congo va accueillir du 24 au 25, après la grande conférence de Glasgow où le président de la République et la RDC ont été l'attraction. Vous avez suivi les images. La République démocratique du Congo accueille en tant que pays solution une grande conférence sur la transition énergétique. Comme vous le savez, nous parlons du changement de narratif. Le changement de narratif, ce n'est pas dans les mots, c'est dans les actes. C'est dans ces cadres que nous allons recevoir avec la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, des chefs d'État du continent, des grands patrons de grandes sociétés qui travaillent dans la production de batteries, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les enjeux mondiaux trouvent des solutions en République démocratique du Congo. Pour ce qui concerne le climat, nous avons la forêt, mais pour ce qui concerne le batterie électrique, nous avons le cobalt, nous avons le lithium. Ce qui justifie l'attrait aujourd'hui de tous ces grands investisseurs en République démocratique du Congo, parce que l'enjeu, c'est de remplacer les véhicules à essence et les véhicules diesel que nous avons l'habitude d'utiliser. Je n'en dirai pas plus, c'est le sens de la présence sur ces plateaux de mon collègue de l'industrie qui va nous planter les décors de cette grande initiative. Il va nous en expliquer les contextes. Après son introduction, nous ferons comme de coutume, nous vous redonnerons la parole pour cette fois-ci poser des questions, évidemment d'abord sur le sujet du jour. Ensuite, nous pourrons aborder rapidement, si le temps le permet, quelques questions qui méritent des éclaircissements. Monsieur le ministre de l'Industrie, bienvenue devant ce cadre du briefing du gouvernement où nous parlons en toute transparence avec un esprit de responsabilité, de redevabilité des activités du gouvernement. Aujourd'hui, nous ne faisons pas les bilans de votre secteur, mais nous voulons que vous puissiez nous parler de cette grande conférence que la République démocratique du Congo va accueillir dans 24 heures maintenant. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais m'excuser pour la voix qui n'est pas très limpide à la suite du changement climatique, comme nous sommes dans les narratifs du changement climatique. Eh bien, mesdames et messieurs de la presse, il y a une grande actualité mondiale actuellement, c'est que vous avez suivi le président de la République à Glasgow, lorsqu'il a présenté la RDC comme pays solution à la suite des forêts dont disposent les pays. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il est clairement indiqué que notre pays se trouve être la solution parce que nos forêts contribuent à la séquestration du carbone, parce que c'est ce carbone qui est libéré et par les humains et par toutes les pollutions qu'on observe à travers le monde. Alors, en dehors de cette solution
qui cible le secteur de l'environnement, le monde aujourd'hui a une forte demande pour effectivement participer à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est la demande en termes de batteries électriques et donc des voitures électriques. Parce que ces voitures électriques vont contribuer également à la lutte contre la pollution, étant donné que les véhicules électriques qui vont fonctionner à travers le monde vont l'être par les accumulateurs de ces batteries-là. Donc il y aura réduction des émissions des effets des gaz à effet de serre par l'utilisation des véhicules électriques. Alors, la RDC se trouve encore une fois être au cœur de cette transition énergétique parce que les matières qui entrent dans la composition des véhicules électriques se trouvent être en République démocratique du Congo. Il s'agit principalement du cobalt, il s'agit du lithium, il s'agit du cuivre, il s'agit du manganèse, il s'agit du nickel. Et tout le monde sait que nous avons près de 2 tiers des réserves mondiales du cobalt, estimées à près de 25 millions de tonnes de cobalt dans notre pays. Alors, la demande aujourd'hui qui est située à travers le monde d'ici 2025 et 2030 est estimée à près de 145 millions de voitures électriques en 2025. Et à l'horizon 2030, la demande est estimée à près de 250 millions de véhicules électriques. Or, la demande en cobalt va également passer de 130 000 tonnes à 250 000 tonnes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si la RDC fournit à elle seule toute la production mondiale pour satisfaire la demande de 250 000 tonnes de cobalt à travers le monde, il nous faudra donc, pour épuiser nos réserves de 25 millions de tonnes, il nous faudra 100 ans pour devoir épuiser nos réserves en termes de cobalt. Or, nous ne sommes pas les seuls producteurs de cobalt. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le lithium. Le lithium qui entre dans la composition des batteries. Ce lithium, il y a quelques temps, c'était l'Australie, à travers la mine qu'on appelle Greenbush, qui était effectivement la grande réserve mondiale qui était connue. Mais les dernières recherches que nous avons faites dans ces pays, à travers AVZ International, a démontré que c'est plutôt en République démocratique du Congo où nous disposons des réserves importantes dans les territoires de Manono, en province du Tanganyika, aujourd'hui estimées à près de 400 millions de tonnes de lithium, alors que la mine qui était connue en Australie n'a que 70 millions de tonnes de lithium. Alors voilà pourquoi le président de la République, lorsqu'il a accédé à la tête de l'Union africaine, il a estimé que l'Afrique devait reprendre son leadership principalement dans ce secteur. Et donc, avec l'aide de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, il y a eu des pourparlers entre le gouvernement congolais et la CEA, c'est-à-dire la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, pour effectivement que soit organisé ici en RDC un forum qui essaie un peu de passer en revue toutes ces potentialités et faire de l'Afrique le berceau de la production des batteries électriques et donc des voitures électriques. Parce qu'à part la RDC, il y a d'autres pays africains qui produisent également les minerais que je viens de citer ici. C'est le cas de la Zambie, c'est le cas du Zimbabwe, c'est le cas du Botswana, c'est le cas du Mozambique, c'est le cas du Madagascar qui produit le nickel, c'est le cas du Gabon, c'est le cas de tous les autres pays qui sont déjà dans le secteur de production de l'automobile, mais qui n'ont pas encore migré vers le secteur des batteries électriques. Et donc, il a été convenu qu'un forum soit organisé à Kinshasa pour faire venir effectivement tous les géants mondiaux du secteur de production des batteries électriques, à savoir Tesla, BMW, Panasonic, Imcel, Catel, et les financiers maintenant qui vont faire la structuration financière, à savoir la BAD, la Banque africaine de développement, l'Afreximbank, la Banque arabe de développement économique de l'Afrique, ainsi que d'autres structures financières qui vont aider effectivement à accompagner la RDC dans la mise en place de cette chaîne de valeur qu'on a appelée chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries et du marché des voitures électriques. Alors pourquoi on l'appelle chaîne régionale?
parce qu'elle ne va pas concerner seulement la RDC, elle va impliquer tous les autres pays africains qui sont également producteurs de minerais, pour que la RDC soit le centre de cette nouvelle industrie des batteries électriques et que donc nous cessions de pouvoir exporter nos minerais à l'état brut, parce que les études qui ont été réalisées ont démontré que lorsque nous exportons nos minerais à leur état brut, eh bien, nous ne profitons qu'à concurrence de 0,1 à 3% de ce que nous devrions avoir comme retour, comme dividende. Par contre, si nous commençons à transformer les minerais ici et commencer à vendre les batteries électriques aux utilisateurs finaux, qui sont les Européens, les Américains, les Chinois, eh bien, ça va nous permettre d'être dans ce grand marché mondial qui, comme vous pouvez vous attendre, c'est un marché qui est autour de 8 000 milliards de dollars. Le marché des batteries et des voitures électriques. Et l'étude qui a démontré la valeur de ces marchés a été réalisée par Bloomberg, et cette étude sera présentée lors du forum pour montrer le niveau de compétitivité de la RDC par rapport à d'autres pays, mais également le volume du marché des voitures électriques à l'horizon 2025-2030. Donc ce volume du marché donc, est estimé à 8 000 milliards, et donc vous comprenez, ce n'est pas 8 milliards, hein, c'est 8 000 milliards. Et pour les besoins de ceux qui ont des notions de statistiques, je vais vous donner comment on a trouvé les 8 000 milliards. Un véhicule électrique en moyenne coûte 40 000 dollars. Et si la demande est de 145 millions de véhicules électriques en 2025, chacun peut multiplier 145 millions de voitures fois 40 000 dollars, vous êtes autour de 5,8 000 milliards. Alors, si la demande monte jusqu'à 250 000 millions de voitures électriques, vous multipliez 250 millions de voitures électriques par le coût moyen de 40 000, vous êtes à 10 000 milliards. Voilà pourquoi on a fait la moyenne entre 6 000 milliards et 10 000 milliards. Et la moyenne nous a trouvé 8 000 milliards du marché que les véhicules électriques vont provoquer d'ici 4 ans, 5 ans, 10 ans. Alors la question que la RDC s'est posée de savoir, est-ce que allons-nous observer ces vastes marchés comme ça, sans que nous tirions profit, sans que nous tirions des dividendes de ces marchés là-bas? Et le président de la République a dit non, il faut qu'on appelle tous ces intervenants à travers le monde pour qu'ils comprennent que c'est plutôt la RDC qui est la meilleure destination. Parce que la même étude dont j'ai fait allusion ici a fait une analyse comparative entre la Chine, les États-Unis et la Pologne, qui sont des pays effectivement qui ont des usines de fabrication de batteries électriques. Et cette étude, je ne vais pas vous donner les chiffres aujourd'hui parce qu'ils seront révélés au courant du forum. Cette étude a démontré que si un investisseur investit, si vous permettez la tautologie, aux États-Unis, dans une usine de production de 10 000 tonnes de voitures électriques, et qu'il investit en Chine pour la même usine et en RDC, l'investissement en RDC coûte 3 fois moins cher qu'il ne l'est aux États-Unis et en Chine. Donc voilà l'indicateur qui permet à la RDC d'être la meilleure destination des investissements en termes de batteries électriques pour alimenter le marché mondial qui est estimé autour de 145 millions de voitures électriques et 250 millions de voitures électriques. Alors le forum est là donc pour qu'on livre tous ces indicateurs à l'opinion aussi bien nationale qu'internationale pour que désormais la RDC soit au cœur de cette transition énergétique comme elle est en train de l'être pour la transition écologique avec ces forêts du bassin du Congo. Donc voilà, chers collègues, brièvement, ce que je peux donner comme message pour justifier le pourquoi de l'organisation de ces business forums ici en RDC et quelle est la demande mondiale qui est en face de nous et qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette demande mondiale estimée à 8 000 milliards et nous, la RDC, nous aurons le choix entre la cible que nous visons. Si le marché est de 8 000 milliards, nous visons quel pourcentage? Nous visons 1%, nous visons 2%, nous visons 10%, nous visons 20% de ces marchés. S'il est de 8 000 milliards et que nous visions
10% de ces marchés, donc nous captons 800 milliards de dollars. Si nous visons 1%, c'est que nous captons 80 milliards de dollars. Si nous visons 0,1%, c'est que nous ne capterons que 0,8 milliards de dollars. Alors, c'est à la RDC d'avoir les choix et la cible par rapport à ces politiques publiques qui sont mises en place pour savoir quel est l'objectif qui est poursuivi par la RDC par rapport à ces marchés. Et c'est la raison d'obliger effectivement que la transformation se fasse en RDC, tel que d'ailleurs le code minier l'a déjà stipulé, parce que le moratoire qui a été accordé aux miniers, il était de 3 ans à partir de 2018, et que donc à fin 2021, tous les intervenants dans le secteur minier devaient cesser d'exporter les matières à leur état brut et commencer à transformer ces matières ici en République démocratique du Congo. Voilà, chers collègues, je crois, en bref, ce que je peux dire, mais je serai prêt à pouvoir répondre à d'autres questions, selon que les journalistes voudront avoir d'autres éléments d'éclaircissement. Merci. Merci, chers collègues, de ces éclaircissements. Je dois avouer que ces chiffres sont pharaoniques. Les 0,1% de ce à quoi on peut prétendre, c'est 8 milliards, c'est presque la taille du budget. Nous espérons que nous pourrons atteindre ces niveaux. Mesdames et messieurs, je veux me tourner vers vous parce que vous avez vu ce qu'a été la réunion de Glasgow. Aujourd'hui, il est établi que la RDC regorge le premier bassin forestier au monde et qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est véritablement le pays solution. Nous devons être fiers de l'être, mais nous devons aussi nous mettre à niveau par rapport à ces enjeux. C'est ce qui justifie la tenue de cette grande rencontre internationale. Alors, première question, ce sera Pichou Mulumba. Monsieur le ministre de l'Industrie, évidemment, les chiffres en milliards semblent me perturber autant que cela va probablement perturber mes lecteurs. J'aimerais comprendre, à l'issue des DRC Africa Business Forum 2021, qu'est-ce qui sera mis en place pour que très rapidement, la RDC entre en scène comme un bénéficiaire important dans cette transition énergétique. Oui, merci beaucoup. Bon, comme je vous l'ai dit, si nous commençons à vous donner toutes les annonces qui seront faites ces jours-là, on va faire perdre à la conférence effectivement son originalité. Mais je peux déjà vous dire que tous les intervenants qui arrivent, qu'il s'agisse des sociétés qui sont dans le secteur de production des batteries, qu'il s'agisse des institutions financières, il y a une structuration financière, une intelligence financière qui est faite avec l'accompagnement de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pour qu'à l'issue du forum, il soit signé des contrats. C'est-à-dire, ce n'est pas un forum où nous allons sortir, les gens vont prendre, siroter des champagnes à gauche, à droite et finalement, chacun rentre chez lui. Donc, il y aura à l'issue du forum la signature des contrats entre les intervenants, les acheteurs et les sociétés financières pour qu'on sache effectivement le chronogramme qui va accompagner la fin du forum. Et même il est attendu qu'il y ait une usine pilote qui soit installée effectivement à Lubumbashi pour que cette usine commence à capter les premières productions du cobalt et du lithium. Il est attendu effectivement qu'une organisation comme AVZ International qui va signer une convention de collaboration avec le gouvernement commence l'exploitation du lithium à Manono, parce qu'effectivement, c'est AVZ International qui a fait les études sur Manono et on a déjà présenté les dossiers au gouvernement. On attend que la signature de la convention de collaboration, parce que la loi de 2014 qui institue les conventions de collaboration souligne qu'on ne peut signer une convention de collaboration que pour les investissements supérieurs à 1 milliard de dollars. Et AVZ nous a présenté au gouvernement un dossier de 1,1 milliard de dollars pour l'installation de la zone économique spéciale de Manono pour la transformation du lithium, avec à côté de cette zone économique spéciale, la réhabilitation de la centrale de Pianamwanga, pour ceux qui connaissent cet espace-là, et de la route qui va de Manono jusqu'à Kalemi, et même l'aménagement
du chemin de fer pour l'évacuation des minerais qui seront produits. Donc il est attendu vraiment de grands contrats. Et celui qui pilote la structuration financière, c'est Afrexim Bank, et son directeur général est attendu à Kinshasa dans les prochaines heures. Voilà. Deuxième question, Mimi Ngumba. Merci. Les deux premières petites questions s'adressent au ministre Paluku par rapport à la création de la chaîne des valeurs régionales. Les infrastructures à mettre en place sont largement tributaires de l'énergie et des voies de communication. Pensez-vous qu'il est possible de monter cette chaîne des valeurs dans le délai que vous souhaitez? Deuxième, la RDC est dite pays solution pour l'industrie de batteries électriques. Quel entendement par pays solution face aux pays qui disposent déjà de l'industrie de transformation et même de moyens de la voiture de demain? Au ministre Mouyaya, une petite question. Quel est le contenu du nouveau narratif à donner à ces assises de DRC Africa Business Forum? Merci. Merci. Monsieur le ministre. Oui, je ne sais pas par laquelle il faut commencer. Hein? Les infrastructures. Alors, je pense que tout le monde doit savoir que le gouvernement, c'est pas seulement le ministère de l'Industrie. Le gouvernement, c'est l'interministérialité qui fait du gouvernement une structure qui offre des résultats au peuple. Alors, vous avez suivi récemment, le gouvernement a adopté le plan directeur d'industrialisation, qui est estimé effectivement à 58,4 que j'avais présenté ici. Milliards, que vous aviez présenté ici. Ce plan directeur a 6 composantes principales, qui ne relèvent pas du ministère de l'Industrie, mais qui relèvent du gouvernement congolais. La première composante, c'est la composante infrastructure routière. Cette composante est évaluée à 21 milliards de dollars. La deuxième composante, c'est la composante infrastructure énergétique. Elle est évaluée à 22,2 milliards de dollars, avec 20 milliards consacrés seulement à Inga et 2,2 milliards consacrés à toutes les centrales, les microcentrales hydroélectriques disséminées à travers le pays. Vous savez, Inga à lui-même a une capacité de production de 60 000 MW, 40 000 MW plutôt. Tandis que les autres microcentrales qui sont disséminées à travers la République ont une capacité de 60 000 MW, ce qui fait une capacité pour la RDC de 100 000 MW. Et donc, le gouvernement, en libéralisant le secteur de l'électricité, permet effectivement à ce qu'il ne soit plus le seul acteur dans ce domaine-là. C'est ainsi que vous trouverez aujourd'hui, dans l'ex-Katanga, il y a des gens qui sont dans le secteur de la production de l'énergie. La centrale qui aujourd'hui est en train, va produire, je crois, 240 mégawatts, n'appartient pas seulement au gouvernement. Je viens d'une province, le Nord Kivu, où j'ai piloté effectivement des microcentrales à Rutshuru, à Lubero et à Beni, qui produisent respectivement 14, 13 et 12 mégawatts, dont l'électricité va être donnée à la population. Et donc cette libéralisation-là permet aux investisseurs qui vont apprendre qu'il y a un marché de 8 000 milliards d'être attirés effectivement par les besoins exprimés en République démocratique du Congo, dont les besoins en électricité, les besoins en infrastructure. J'ai dit la deuxième composante, il y a la composante ferroviaire, il y a la composante portuaire, la composante aéroportuaire et la composante zone économique spéciale. Ce sont là les 6 composantes. Et donc chaque ministre est sur le point d'activer la composante qui relève de son secteur. Pas plus tard que le vendredi dernier, vous avez suivi le ministre des Infrastructures qui a présenté dans la composante route, la route qui partirait effectivement de Komanda jusqu'à Kisangani, et dont les travaux, je crois, seront lancés en juin 2022. Et qui va relier l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. À l'Afrique de l'Ouest. 768 km. Dans la composante ferroviaire, il y a un projet qui va partir, par exemple, de Zouélé vers Banana pour 2000 km, en vue d'évacuer toutes les productions qui partiraient de l'Est vers l'Ouest
en prévision d'alimenter les ports en eau profonde des bananes. Donc c'est une grosse machine du gouvernement, c'est une grande ambition du gouvernement, et c'est pourquoi ce gouvernement a besoin d'être accompagné par l'ensemble du peuple congolais pour que, avec le président Félix et le premier ministre Sama Lukonde, l'on voit vers où ils veulent amener la RDC, vers où ils veulent amener le peuple congolais, pour que chacun se retrouve à avoir bénéficié des bienfaits de son gouvernement. Je ne sais pas si j'ai la deuxième. Non, voilà, je crois que vous avez ramassé toutes les deux questions. Voilà. Le contenu du nouveau narratif, madame, c'est tout simple, parce que la République démocratique du Congo, lorsqu'on en parle, on en parle comme un pays, généralement, on parle de mauvaises nouvelles. Mais dans le nouveau narratif, c'est justement cette possibilité que nous avons de montrer ce que nous pouvons offrir au monde. Et aujourd'hui, vous voyez que la première inquiétude mondiale, c'est le changement climatique. Au-delà de ce que vous avez vu comme accolade et comme discussion cordiale entre le président de la République et le président Biden, j'ai assisté à certaines réunions, notamment avec Boris Johnson, l'attrait, c'est de dire comment au Congo vous allez faire pour nous aider, nous, à nous préserver de toutes ces catastrophes. Et donc, dans ce nouveau narratif-là, nous ne venons pas simplement pour dire que nous avons de forêts, nous ne venons pas simplement pour dire que nous avons des batteries ou des matières premières qui permettent la production, nous venons dire qu'en plus d'avoir de forêts, nous allons travailler à assurer que nos communautés locales adoptent un comportement responsable qui protège. On va parler d'adaptation, on va parler d'atténuation d'une part, mais pour ce qui concerne spécifiquement les batteries électriques, nous allons nous-mêmes travailler à donner de la valeur ajoutée localement. Parce que ça, c'est une grosse question qui se pose depuis plusieurs années, mais cette fois-ci, nous voulons saisir cette fenêtre d'opportunité que nous avons pour que nous puissions finalement mettre en valeur ce que nous avons. Au-delà du fait que ce sont des grandes sociétés internationales qui produisent ici, mais il y a moyen que dans cette chaîne de valeur, que nous puissions trouver de la place pour des compatriotes qui puissent être en mesure de tirer profit de notre secteur minier. C'est cela le nouveau narratif sur ces points précis. Prochaine question, Innocent Olenga. Dans la salle, on s'est plaint, pas de 4 questions, pas de 5 questions, 1 question, 2 questions au maximum. Une seulement. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie, les chiffres, vous revenez toujours sur 8 000 milliards de dollars. Comme Pichou l'a dit, ça bouleverse et ça effraie aussi. Des Saint Thomas, il y en a. Il y en a eu du temps de Jésus. Il y en a aussi. Comme vous-même. Que répondrez-vous à ceux qui disent que Julien Paluku est en train de rêver debout avec tous ces chiffres et avec ces projets-là, parce que lui estime que d'ici 2025, on pourra mobiliser ces montants-là. C'est ça la question. Une deuxième question, peut-être un raccordement. Une question, bon, un raccordement frauduleux, c'est pour le ministre de la Communication. Congo Odd App. Quel commentaire du gouvernement? Je savais. Merci. Monsieur le ministre. Oui, merci bien pour la question. Moi, je pense que c'est effectivement ça le problème de nous, les Congolais, de presque beaucoup de gens. C'est de ne pas savoir construire des rêves. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était menacée et les États-Unis ont vu que face à la montée de l'URSS, eh bien, ils étaient en difficulté d'avoir le contrôle sur le continent européen. Et ils ont monté le plan Marshall. Et c'est le plan Marshall qui a permis de créer l'équilibre. Et peut-être les gens n'y ont pas cru. Et le niveau du développement de l'Europe a fait presque 400 ans. Mais lorsque vous voyez le niveau du développement de la Chine, aujourd'hui, les zones économiques spéciales que la Chine a commencé, c'est vers les années 80, et précisément en 1979. Lorsque vous apprenez à parler des Zinzènes, des Guangzhou, ce sont des zones économiques spéciales que la Chine a créées pour attirer les investissements en détaxant presque les exportations. Et c'est la politique qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de ruer vers la Chine, croyant que les produits chinois sont moins chers. Non.
les produits chinois ne sont pas moins chers. Il y a une politique des zones économiques spéciales qui a permis aux gens de s'y installer, de produire hors taxe et de livrer la marchandise vers l'international hors taxe. Et c'est comme ça que les gens ont l'impression que les produits chinois sont moins chers. Alors, la RDC aussi, effectivement, est sur le même chemin parce que les expériences sont nombreuses. Quand vous voyez la Corée du Sud, quand vous voyez le Taïwan, quand vous voyez la Thaïlande, quand vous voyez les Philippines, les pays qu'on appelle les 4 dragons asiatiques, il n'y a pas longtemps qu'ils ont pris la décision, comme la RDC est en train de le faire aujourd'hui, pour qu'ils deviennent aujourd'hui des dragons asiatiques qui font la fierté de l'Asie. C'est une question de la volonté politique et de la détermination. Parce que la volonté politique à elle seule ne suffit pas, il faut la détermination pour y arriver. Et nous avons les indicateurs qui peuvent nous amener effectivement à ne pas rêver debout, parce que les matières dont nous disposons sont des ingrédients qui nous permettront d'atteindre effectivement cet objectif. Imaginez-vous que nous prenions le lithium et le cobalt seulement, et que nous nous interdisions des exportations de nos matières à l'état brut. Imaginez-vous le boom que ça va créer. Nous allons retenir le marché du cobalt et nous allons faire monter le cours du cobalt. Parce que l'inverse se produit aujourd'hui. Lorsque le marché mondial est pourvu en cobalt, les acheteurs baissent le prix par la loi de l'offre et de la demande. Alors, la volonté du gouvernement aujourd'hui, c'est de dire non. Nous prenons nos matières premières, nous les transformons ici. Parce que les téléphones que vous utilisez là-bas utilisent le cobalt. À un moment donné, vous avez suivi, si c'est Note 7 qui commençait à exploser dans les avions. Quel était le problème? C'était parce que les fabricants avaient diminué la quantité du cobalt dans les téléphones, et c'est comme ça que ça commençait à chauffer. Et il a mesuré l'impact de cette politique de diminution du cobalt dans les téléphones quand il a retiré tous les téléphones sur le marché. C'était des coûts en milliards de dollars. Or, le prix du téléphone ne baisse pas avec la baisse des cours mondiaux. Donc le téléphone est toujours à $1000, 1500, $2000, même quand la tonne de cobalt ne plie à $100 000. Donc on joue avec nos minéraux en réduisant les cours mondiaux, mais les produits qui sont ici de ces matériaux, eux, ne baissent pas de prix. Tout à fait. Alors voilà pourquoi nous devons profiter de ça en transformant ici pour que nous profitions des produits finis qui, eux, ne baissent pas de prix lorsque les matières premières baissent de prix. Et donc, ce n'est pas un rêve inutile, c'est un rêve qui doit être nourri par l'engagement de nous tous. Et c'est pourquoi la presse doit nous accompagner pour qu'effectivement, le discours qui est développé à l'extérieur du pays ne soit pas des discours qui ternissent l'image du pays. Parce qu'il y a un réseau au niveau international qui n'est que là pour donner la mauvaise image du pays en empêchant effectivement que ceux qui peuvent venir chez nous ne viennent. Et donc le narratif dont parlent souvent les collègues ministres des médias, c'est de nous permettre, nous tous, de comprendre que beaucoup de gens se sont joués de notre pays. Tout à fait. Et ils profitent de la mauvaise image pour qu'eux attirent les investissements chez eux. Je ne vais pas citer les pays ici. Au point que même certains États, certains pays peuvent être derrière ce qui se passe en République démocratique du Congo parce que ça leur permet, eux, de se présenter devant la face du monde comme étant les meilleurs. Et que là-bas, c'est un mauvais pays, il ne faut pas y aller. Et c'est comme ça que des pays attirent, vous apprenez que des fonderies sont nées à gauche et à droite, alors que c'est nous qui devons les avoir. Maintenant, c'est l'occasion de dire, même vous, les investisseurs, investir chez nous coûte moins cher que le faire aux États-Unis et en Chine. Pourquoi vous êtes en train de vouloir exporter les matières brutes vers des usines que vous ne pouvez pas développer dans le pays? Vous nous laissez dans les emplois indécents, où nous sommes dans les trous, mais vous allez créer des emplois décents dans les usines à l'extérieur. Et la RDC dit, à partir d'aujourd'hui, non, nous ne sommes pas des Congolais qui devons nous retrouver seulement dans les mines sales, comme dans des porcheries. Et laisser ceux qui profitent de nos minéraux aller jouer dans des bureaux climatisés en Chine, aux États-Unis, en Europe. Venez ici, créons la richesse ici, créons de l'emploi ici. Et parmi les gens qui vont arriver, il y a des Allemands qui vont nous aider à créer ce qu'on appelle le contenu local, c'est-à-dire la formation de la main-d'œuvre. Parce que l'étude de Bloomberg, qui a démontré que la RDC
en RDC on investit 3 fois moins cher qu'ailleurs, a démontré que 2 éléments importants sont entrés en ligne de compte. Il y a 1, l'accès à la terre, et 2, la main-d'œuvre qui est moins chère. Mais cette étude démontre que même en recourant à la main-d'œuvre étrangère pendant une durée de 5 ans, la RDC reste toujours compétitive par rapport aux autres pays. Alors, on a fait appel aux Allemands qui vont nous permettre, dans le temps où nous aurons besoin de la main-d'œuvre étrangère, que nous formions la main-d'œuvre locale avec perspective de remplacer ceux qui viendront nous aider dans la mise en place de cette nouvelle industrie des batteries électriques. Donc, rêvons ensemble, mais construisons ces rêves. Je crois que on ne va pas rêver, on va vivre nos rêves, parce que le pays s'est construit sur des centaines d'années. La République démocratique du Congo, c'est les pays à partir duquel la solution a été trouvée à la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, vous n'observez peut-être pas très bien cette forme de guerre ou de conflit de puissance qu'il y a chez nous, parce que nous régorgeons 80% du cobalt mondial. Le ministre a tout à l'heure parlé du besoin de 150 millions de véhicules en 5 ans. Vous n'avez aucune idée de ce que cela représente, parce que lorsqu'il y a des inondations à New York, que les gens décèdent, lorsqu'il y a fonte de calotte glaciaire en Islande, il y a de grosses inquiétudes. Et vous avez vu que la réunion de Glasgow ne s'est pas terminée de la meilleure manière pour tout le monde, parce que les pays pollueurs ont du mal à s'engager. Mais c'est eux qui aujourd'hui ont besoin, en fonction de leurs opinions publiques et du besoin de protéger finalement l'humanité, de faire rapidement ces transitions vers les énergies renouvelables. Il y a un intéressant article du New York Times qui est sorti hier qui fait la démonstration de comment, par exemple, aujourd'hui, la Chine a un certain avantage sur les États-Unis par rapport à la production du cobalt, qui est le matériel principal dans la production des véhicules électriques. Et donc, il y a des enjeux de taille. Bon, vous avez parlé de manière insidieuse de la question du hold-up. Je sais que c'était votre question principale, vous connaissant, mais je crois qu'ici, il faut qu'on se regarde bien, parce que les nouvelles qui sont sorties, tout au moins dans cette première vague, ne sont pas surprenantes. Parce qu'il y a une différence entre le travail qui est fait, par exemple, par l'IGF ou par nos services, et le travail qui est fait par des professionnels des médias. Les professionnels de médias ont étudié des dossiers qui étaient connus, ils ont donné des éléments. Nous, comme gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, sur la question de la BGFIBank, il faut vous informer parce que les différentes enquêtes, les questionnaires ont été envoyés au service de l'État habilité sur ces sujets, à la Banque centrale, au ministère de Finances, à l'Inspection générale des finances, et les collègues et les membres du gouvernement ont collaboré, ont donné des éléments d'information. Sur le dossier de BGFIBank, par exemple, vous savez qu'il y a au parquet, il existe un dossier judiciaire ouvert depuis le mois de mai ou le mois d'avril. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'enquête, qu'est-ce que le journaliste souhaite en mettant ces éléments d'information sur la place publique? Il souhaite que la justice puisse se saisir et faire la lumière. Parce que lorsque la justice intervient, elle n'intervient pas forcément pour dire que tel est coupable. Elle permet d'avoir une vision claire de ce qui s'est passé. Et donc, pour ce qui concerne la BGFIBank, aujourd'hui, je ne dévoilerai pas un secret pour vous dire que des faits ont été reconnus. Il y a eu des discussions entre l'Inspection générale des finances, la Banque centrale et la BGFI. Des faits qui se produisent, il faut dire, c'est depuis 2 ans. Ils l'ont reconnu. Et il y a un accord. Aujourd'hui, la banque s'est engagée à rembourser la somme de près de 43 millions de dollars qui a été utilisée. Premier point. Il y a un autre volet de l'affaire qui se trouve déjà au parquet général. Le temps de la presse n'est pas le temps de la justice. Ça, c'est ce qui se passe pour ces dossiers-là. Dans un deuxième registre, au-delà du fait qu'il y a déjà ça qui a été fait, la ministre de la Justice a écrit au parquet le 20 novembre dernier, je pourrais mettre à votre disposition la copie de la lettre, où il a donné injonction aux fins d'enquête et des poursuites. Parce que nous ne pouvons pas, comme gouvernement, rester insensibles à de telles allégations. Donc, le moment venu, la justice se saisira du dossier, les personnes qui sont concernées seront invitées pour donner leurs éléments, parce qu'il faut faire la différence entre une enquête journalistique
et une enquête judiciaire. Mais ce que nous devons retenir, et c'est ça le plus important, c'est que pour le président de la République, comme pour le gouvernement, la lutte contre la corruption est un pilier important de notre stratégie. On parle de 8 000 milliards de dollars. On parle de tous ces pays qui regardent maintenant la République démocratique du Congo. Premièrement, nous devons améliorer les climats des affaires. C'est le travail que nous faisons. Deuxièmement, nous devons être sûrs que nous avons mis en place un dispositif qui permet de lutter efficacement contre la corruption. Parce que la lutte contre la corruption, nous ne la ferons pas parce qu'il y a des journalistes ou des ONG qui la réclament, mais nous la faisons parce que nous sommes convaincus que c'est un pilier d'une gouvernance responsable. Et donc, nous avons l'inspection générale de finances, qui est un service qui existait depuis des années, mais qui n'avait pas autant, en tout cas, d'influence qu'elle l'a aujourd'hui, parce qu'il y a une volonté de contrôler. Nous avons une agence pour la lutte contre la corruption qui a été mise en place. Nous n'avons peut-être pas l'expertise suisse ou des pays occidentaux en la matière, mais nous avons un dispositif qui nous permet de lutter efficacement contre la corruption. Et donc, ces éléments qui viennent vont alimenter la justice, et nous espérons le moment venu que la justice, en suivant son temps et ses règles, pourra nous édifier davantage sur les faits qui ont été allégués. Prochaine question, Laurette Mandala. Monsieur le ministre, bonjour. En fait, ma question, je reviens toujours par rapport aux chiffres, monsieur le ministre. Le document que nous avons reçu, le communiqué de presse que nous avons reçu avant d'arriver ici, est revenu sur le même chiffre. 8,8 000 milliards en 2025 et 46 000 milliards en 2050. En fait, monsieur le ministre, le peuple nous suit et il nous regarde en ce moment. C'est bien bon d'organiser DRC, Africa Forum. Mais nous avons l'impression, nous, que la RDC n'a pas le moyen de ses ambitions. Nous avons l'impression que la RDC ne produit rien du tout. Nous ne contrôlons même pas les circuits de sortie des minerais de notre pays. Notre peuple ne bénéficie même pas de ces minerais. Ma question est de savoir qui voulez-vous atteindre lors de ce forum Business Afrique? Qui voulez-vous atteindre exactement? C'est quoi votre cible, monsieur le ministre? Et une autre question, c'est aussi par rapport à, vous avez dit tantôt, j'ai entendu que nous parlons de la transformation de matières premières ici chez nous en RDC. Vous maîtrisez bien le sujet, vous avez balayé même le secteur de mines, vous le maîtrisez bien. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que notre gouvernement, le gouvernement congolais que vous représentez, a une politique visant la relance des entreprises minières à l'est du pays? Monsieur Julien Paloukou, vous venez de l'est du pays. Lorsqu'on était plus jeune, on nous parlait de Zaïre-Étain à l'époque. Mais aujourd'hui, l'exploitation minière a été abandonnée aux Chinois, aux Pakistanais. Ils exploitent en collaboration avec le groupe armé. C'est aussi une autre question. Et enfin, c'est juste une petite question. J'aimerais juste savoir la différence entre ce forum et les autres forums que nous avons assistés dans ces pays. Il y a eu des forums sur les minerais, sur l'industrie. Il y en a eu beaucoup, monsieur le ministre. C'est quoi la différence? Quelle sera la particularité de ce forum? Merci. Merci bien. La cible principale pour le président de la République, c'est la population congolaise. Parce que les contrastes entre nos richesses et les niveaux de pauvreté interpellent tout le monde. Vous savez qu'il y a une étude qui a démontré que la valeur de nos minerais est estimée à 24 000 milliards de dollars. Pas seulement les minerais, les ressources naturelles. 24 000 milliards de dollars. Je pense que vous avez déjà lu l'étude. Alors, il est impensable que nous ayons des richesses estimées à 24 000 milliards et que nous continuons à patauger dans les budgets de 5 milliards. Donc c'est un problème d'ambition que les Congolais ne se donnent pas. Et voici l'occasion pour le président de la République et son gouvernement de Warriors de se donner l'ambition véritable de la République démocratique du Congo. On ne peut pas tout le temps parler d'un budget de 4 milliards, de 5 milliards. Pour la première fois, on a présenté un budget de 10 milliards. Mais là encore, c'est trop peu. Quand vous suivez le rapport de Louzolo, quand il était conseiller en charge de la corruption ou de la lutte contre la corruption, il a indiqué qu'il y a 15 milliards qui naviguent autour
des acteurs économiques et politiques congolais. Et que donc, si on sortait ces 15 milliards, ajoutés aux 10 milliards que nous avons présentés, il est possible d'avoir un budget de 25 milliards. Et donc, si nous commençons la transformation de nos minéraux ici, pour leur donner une valeur ajoutée, moi je pense que dans 5 ans, on peut avoir un budget de 60 milliards, un budget de 100 milliards. Parce que nous avons à côté des minéraux ici que nous allons présenter, il a été présenté au gouvernement à passer, le volume des blocs pétroliers et gaziers. Nous avons 17 blocs pétroliers et gaziers. Quand vous voyez l'Angola avec son budget qui explose, c'est en termes de barils produits chaque jour. Et donc, si nous migrons de ces secteurs miniers vers les secteurs pétroliers, nous allons avoir un budget de 100 milliards dans les 5 ans. Et donc, c'est possible. Malheureusement, on nous plonge dans l'inaction, dans le désespoir et dans les doutes. Et nous refusons d'avancer parce que nous pensons qu'on ne peut pas y arriver. Moi, je crois que c'est le moment de croire que la RDC doit être la véritable locomotive du développement de l'Afrique. La véritable locomotive du développement. Frantz Fanon ne s'était pas trompé lorsqu'il a dit que la gâchette se trouvait ici. C'était pas pour sortir des munitions. Ah, c'est ce que vous montrez dans le logo Voilà. Est-ce qu'on peut zoomer sur le logo? Voilà. Donc ce n'était pas pour sortir des munitions, c'était pour dire non, c'est là le cœur, c'est là la solution à l'Afrique. Et la Commission économique des Nations Unies qui nous accompagne, elle est pilotée par Mme Vera Songwe, qui est la secrétaire adjointe des Nations Unies, en même temps secrétaire exécutive de cette Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. C'est avec cette commission et le gouvernement congolais qu'on a financé effectivement l'étude réalisée par Bloomberg. Les chiffres que je vous sors ne viennent pas de Julien Paloukou. Vous allez participer au Business Forum les 23, disons les 24 et les 25 novembre. Vous allez suivre la restitution de Bloomberg devant toute l'opinion nationale et internationale pour vous faire les chiffres. Je n'ai pas voulu donner d'autres chiffres pour ne pas ôter à l'étude de Bloomberg son caractère original et surprenant les jours de la présentation. Et donc c'est révoltant qu'une étude réalisée par une institution indépendante comme ça nous révèle ce que nous avons, ça que nous soyons en mesure nous-mêmes de nous rendre compte que c'est ça ce que nous avons comme richesse. Alors vous avez parlé de la situation de l'étain à l'Est. Effectivement, tout ce qui se passe à l'Est là interpelle le gouvernement congolais. On appelle ça l'économie du conflit. Et je vous ai dit ici, il y a des réseaux au niveau national et international qui entretiennent un climat de conflictualité pour empêcher que l'État n'ait la main mise sur ses ressources. Tout à fait. Et quand on entretient ce climat de conflictualité, c'est pour permettre que des activités de contrebande se réalisent, parce que les activités de contrebande se font au détriment de la RDC, mais au profit d'autres acteurs. Et donc il est temps pour la RDC de dire non. Eh bien, nous faisons la transformation chez nous. Vous autres, vous allez être des intervenants dans la chaîne des valeurs. Donc ce n'est pas qu'en retenant nos minéraux pour les transformer ici, nous fermons la porte aux autres. Non. La chaîne des valeurs interpelle tout le monde. Nous allons même manquer de main d'œuvre. Et là, nous ferons appel aux autres pour nous aider tout en formant notre main d'œuvre locale. Donc je crois que ce gouvernement ici mérite l'accompagnement de tous, parce que dans les 5-10 ans, ce que nous sommes en train de faire est en mesure de changer le vécu quotidien de notre population, qui est la principale cible. Quand vous arrivez à Massissi, de là où vient le coltan, la RDC a les réserves du coltan situées entre 60 et 80% des réserves mondiales. Mais quand vous arrivez à Massissi, là où le coltan est produit, effectivement, vous avez des larmes aux yeux. Parce que vous ne voyez que des gens minables qui sortent des trous. Vous ne voyez que difficilement quelqu'un qui a une maison en tôle, alors que les bénéficiaires de ces coltans, ils se font des fortunes à travers le monde. Donc ce contraste-là doit cesser, et nous devons installer des unités de production et de transformation ici en République démocratique du Congo. Et c'est le sens de ces business forums où effectivement ces intervenants-là, on leur démontre que vous perdez beaucoup de millions
en allant investir ailleurs, parce qu'en RDC, où vous avez les ressources disponibles, l'investissement coûte moins cher que là-bas. Je vous donne un exemple. Un investissement ailleurs coûte 100 millions de dollars et un investissement en RDC vous coûte 30 millions de dollars. L'étude vous démontre ça. On va vous donner les chiffres derrière. Je vous donne un exemple. Alors on vous dit, vous êtes Tesla, vous êtes BMW, vous êtes LG. Pourquoi vous voulez installer une usine qui vous coûte 100 millions alors qu'en RDC, la même usine vous coûte 30 millions? C'est ça l'étude. Et ce n'est pas des chiffres qui viennent du gouvernement congolais, c'est une organisation indépendante, Bloomberg, qui va livrer ses études pour dire venez en RDC. Et ils vont affluer ici à millions. Mais c'est cela la différence avec les précédentes conférences. Voilà. Ici, on veut répondre à un besoin concret de l'humanité. Et Bloomberg, vous le connaissez, c'est une agence de presse pas seulement, mais c'est aussi un bureau d'analyse économique mondialement reconnu. Et donc, lorsqu'on part d'une étude, des statistiques qui démontrent avec des comparaisons, on regarde la Pologne, on regarde la Chine, on regarde les États-Unis, on présente la RDC. La RDC, c'est la destination où il est plus aisé de venir investir et c'est moins coûteux de l'ordre de grandeur de 2 à 3%. Lorsque vous mettez 100 millions de dollars ailleurs et vous mettez 30 millions de dollars ici, vous avez 70 millions de gains sur tout le plan. Et donc, c'est cela la différence. On va présenter ces résultats à tous ces acteurs qui viendront du monde entier. D'autres chefs d'État africains seront là pour que véritablement nous puissions rentrer dans ces changements de narratif, non pas parce qu'il faut le dire, mais parce qu'il faut le faire et parce que nous pouvons le faire. On va prendre la question de Faustin Koudiessala et je n'ai pas vu Sylvie Bongo n'est pas là. Faustin, venez, elle n'est pas là. On va donner une question à Sylvie Bongo à Lingala, spécialement pour terminer cet entretien rapidement. Je vous donne une question au prochain briefing. Je peux? Oui, merci, Excellence, pour la question. Ma question, c'est par rapport au thème du forum. Vous avez parlé de développer une chaîne de valeur régionale. Alors, ça m'inspire une question. On se rappelle, il y a un moment, l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, était de passage au Rwanda. Et il a estimé que pour un retour à la paix et la stabilité dans la région de Grand Lac, il fallait privilégier une gestion partagée des ressources naturelles. Alors quand vous parlez de développer une chaîne de valeur régionale, alors je me demande, est-ce qu'on tend déjà vers ce concept? J'aimerais avoir des précisions par rapport à ça. Et puis, juste de manière subsidiaire par rapport à cette question-là, je voudrais que vous nous disiez exactement, Excellence, à quel niveau de responsabilité se trouve la participation de la Commission économique de l'Union africaine. Merci. Merci bien. La chaîne de valeur régionale veut dire que lorsque on fabrique les batteries électriques ou les voitures électriques ou même les téléphones, il y a presque 70 minéraux qui entrent en ligne de compte. Pour les téléphones uniquement. Pour les batteries électriques, c'est à peu près 4-5. Cobalt, nickel, cuivre, graphite, lithium. Alors nous ne sommes pas les seuls producteurs. C'est pourquoi l'Afrique, en récupérant le leadership, ne veut pas le faire avec le Congo seul. Il s'est dit, le Congo devient l'épicentre de la création de cette industrie, dans la transition énergétique, mais comme on ne peut pas se suffire en approvisionnant cette industrie des batteries électriques, il y a des États comme la Tanzanie qui produit le graphite, il y a des États comme le Mozambique et le Botswana qui produisent les manganèses, il y a des États comme le Madagascar qui produisent le nickel, et donc tous ces États-là, au lieu de continuer eux aussi à pouvoir exporter leurs matières vers les continents autres que l'Afrique, la destination devient la RDC pour la transformation de leurs minéraux sur le continent africain. C'est ce que nous appelons la création de la chaîne des valeurs. C'est-à-dire, la destination devient la RDC. Tous ces producteurs, Madagascar, Mozambique, Tanzanie, Gabon, je ne sais pas, Zambie, Zimbabwe, ils affluent vers la RDC qui devient l'épicentre de la production des voitures électriques. Et donc, nous gagnons ensemble comme Africains et nous reprenons le leadership du continent africain. S'il est le berceau de l'humanité, nous voulons qu'il devienne aussi le berceau du développement économique. C'est aussi cela la vocation de la République démocratique du Congo. Je vois le sens de votre question. Mais vous savez que, dès par les passés, s'il faut prendre l'exemple de la CEPGL, nous payons pour les autres.
La vocation de la RDC était d'être justement ces pays solutions, y compris pour le pays voisin. Pourquoi pensez-vous que ça doit être forcément un Chinois ou un Libanais qui viennent investir ici et pas un Togolais, pas un Gabonais? Voilà. Et donc aujourd'hui, la vocation, c'est celle-là. N'oubliez pas que nous avons la présidence de l'Union africaine et que cette activité est une des activités phares qui va donner une réponse économique aux problèmes mondiaux. Il y a eu un sommet spécial en marge de Glasgow sur le bassin de la région de l'Afrique centrale. Ça vous donne déjà un aperçu que les solutions du monde peuvent partir d'ici. C'est pour ça que nous, République démocratique du Congo, nous devons être prêts, même s'il y a des problèmes structurels de route et l'énergie, mais ceci ne nous empêche pas d'avoir l'ambition que dans 5 ans, dans 10 ans, les choses seront différentes. Madame Sylvie Bongo, pour clôturer. Je vais parler du niveau de responsabilité de la Commission économique des Nations Unies. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Commission économique des Nations Unies qui est à la base de la création de la BAD, la Banque africaine de développement. Donc c'est pour vous dire que cette commission accompagne l'Afrique dans la structuration de son économie. Et donc, les études que la CEA a financées conjointement avec le gouvernement congolais en recrutant Bloomberg, c'est dans la ligne droite de considérer que l'Afrique doit commencer à devenir autonome. Comme l'Afrique est dotée de sa banque de développement, eh bien, la CEA veut accompagner l'Afrique de se doter effectivement de cet outil puissant de renforcement de son économie, parce que la demande mondiale fait de l'Afrique effectivement l'épicentre de la production des batteries électriques et donc un marché important pour les voitures électriques. Voilà pourquoi la CIA est très importante dans l'accompagnement de la RDC. Sylvie Bongo, ce sera une question parce que nous devons libérer l'antenne. Je voudrais avant excuser parce qu'avec la contrainte de temps, nos collègues ne pourront pas participer. Mais après les travaux, nous pourrons revenir ici avec les finances et les mines pour vous expliquer dans l'ensemble la stratégie du gouvernement à ce sujet. Allez-y, Madame Sylvie. Matondi Banamboka, Sylvie Bongo pour la Masula pour la écolo. Il y a solo Bobeti Masolo, il y a des milliards. Mais Congolais ou Azali, Nandako, Namoko Moko, Toali Siko Soki, Botuni Biso, Tan Mosuso, Tolbaki Bozo Bete so Masolo, Bo Teki la Biso Mo Pepe. Siko ba milliards obne Bo Beta li solo. Ni ne Kobongwama. Mbisi kolongwa na mibi ekwe na sani ya Congolais nini Congolais azolela mbongo ni aram akozwa raison na biloko boko pesa donc boko mema biso likolo alors que Congolais ba besoin eza immédiat tango nini o bino bo sala lelo po obete so masolo ba 2025 2050 siko Congolais bakisa madusu na trou ya ceinture nae akanga nzala. Non, Maman Sylvie, Tozo Kende Malembe. Ce n'est pas parce que Toza Nanzala Lelo que moi tout kanisa o toko malobité. Oka masolo mo babeta mutu mo kola zarane shege. Azaola la libanda, mais lobi na wa komi pe grand mokonzi. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est dans une situation difficile qu'on doit refuser de nous projeter. Et surtout que Mbo Cannabis Zope Sabiso Makoki Akosalango. Le premier volet, c'est que Bisso a au monito présenté qui budget. Pour la première fois, tu as le budget à 10 milliards. Au exercice 2021, tu as qui budget en octobre. Tu as avancé, mais avancé, tu as négatif. Pourquoi? Parce que Congo a 80 ou 100 millions d'habitants. On ne peut pas régler les problèmes à Congolais en même temps. En attendant, ceci ne nous empêche pas à Kotala. Qui est dans 5 ans, dans 10 ans, Bano et Bisso. Bakoko ya biso l'air bakoya. Mais oh tozo sala lelo, je vous souhaite encore vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans pour mon ango. Ça veut dire que investissement au tozo sala, chaque génération a memaka o ya yé contribution. Biso lelo tolobi, nous on va faire le pari de la transition énergétique, toza na cobalt, toza na lithium, mokilezo tale la biso. Bayaka déjà kozwa. Parce qu'il n'y a pas de grandes entreprises minières congolaises où les araneti TFM et alakaneti Kamo ezali. Mais les lobbies sont pour comprendre important soana, to lobby milulu oyo to bengisi oyo produisa kamituka. Véhicule électrique bazanango beza to biboya botala. To sali o to benga na lopoto une étude comparative. To lobby neti lelo, les premiers besoins du monde c'est d'avoir des véhicules électriques. Lobby pour reproduire un véhicule électrique c'est à $40 000. Mais pour recréer une usine à production, le coût d'investissement moyen aux États-Unis c'est 117 millions, en Chine c'est 112 millions, na Congo c'est 39 millions.
Bon, aux hommes d'affaires au Kokende wapi. C'est comme biso tozo bengisa bango awa. D'abord, baya komona ke Congo c'est pas les pays de guerre. Oh batuba beta li solo ya tozo beta na le poto li solo changement de narratif. Ke batuba tika kota la Congo, netika ka mboka wana basala ka bobasa na mboka nyonso ba nouvelle mabezalaka. Ba pays mususu pe se reconstruira malgré la guerre. Biso cette fois-ci sous la présidence du président Félix Antoine Tshisekedi na premier sama, tonito banda ko beta li solo ndenge mususu. Et donc oyo milulu ezo salama, eza pona ba congolais alelo ba monake finalement kobalto tozaranango, lithium tozananga ata to mona rangote, mais e bongisa lobby ya bana na biso, lobby ya bakoko na biso. Omoni na rosuka wana potango komi mukuse mena ebi ke kala mingi na roya na émission pona ekolo to masola mboka. Équipe nationale. Na roya na équipe nationale to beta moi li solo na lingala to yeba penenga kolimbo la nouveau narratif mais il faut bolukelanga neni na oloba na lingala. Boluka déjà vocabulaire. Merci. Monsieur le ministre, vous avez un petit mot pour la conclusion? Pour la conclusion, je voudrais dire simplement que beaucoup de pays ont saisi la guerre qu'ils ont traversée comme des opportunités de pouvoir planifier leur développement. Si vous voyez même dans le voisinage de la RDC, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, ils ont saisi la guerre pour prendre conscience de ce qu'ils doivent développer comme politique publique en vue de rencontrer les besoins de la population. Et donc les guerres que nous avons connues sont des opportunités qui doivent nous interpeller pour dire plus jamais ça. Et pour que nous disions plus jamais ça, il faut développer une politique économique qui nous permette de faire face à tout ce qui peut nous ramener vers la guerre. Si on n'a pas de politique économique solide, évidemment, nous allons être nivelés vers les bas, toujours dans les guerres, toujours dans les guerres. Donc, l'ambition que se donne la RDC du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est de dire, dans les 5, dans les 10 ans, la RDC doit être comme la Chine. Nous ne pouvons pas faire 400 ans comme l'Europe, on ne peut pas faire 40 ans comme la Chine. Et moi, au ministère de l'Industrie, sous l'autorité du président, pour nous, en 20 ans, la RDC va dépasser et la Chine et l'Europe. Et c'est l'ambition de notre gouvernement. On aurait dit amen. Pour terminer, je voudrais revenir sur l'information au début de ces briefings à propos de ce qui se passe en Ituri. Le baromètre sécuritaire du Kivu qui a annoncé les chiffres des 107 viennent de revoir leurs statistiques. Il ne faut pas que l'opinion se trompe, nous suivons la situation de près. Nous allons vous informer. Nous comptons sur les médias pour passer ces messages. Voilà, Monsieur le ministre, merci d'être venu. Nous nous retrouverons sûrement pour parler des conclusions avec les collègues qui étaient absents. Merci à vous, mesdames et messieurs de la presse. À un prochain exercice. Merci.